Bonjour tout le monde. Bon, on aborde aujourd'hui le deuxième cours. J'espère que ça a bien été pour le premier. Bon, aujourd'hui on aborde la fonction sinus. Ok. Donc la fonction sinus, c'est une fonction trigonométrique bien sûr. Ça c'est le but de ce cours-là, c'est les fonctions trigonométriques. C'est une des fonctions trigonométriques. Il y en a trois. Ok. En tout cas cette année, il y en a trois. Alors, chaque fois qu'on aborde les fonctions, sinus ou peu importe, on commence par la fonction de base. Alors, la fonction de base, la fonction sinus de base, c'est une fonction qui s'applique sur tous les nombres réels, ok, et que la réponse, lui, c'est entre moins 1 et 1. Alors, j'explique rapidement. Si vous prenez le cercle trigonométrique et vous promenez dans le sens antéhoraire ou dans le sens horaire, pour n'importe quel point sur ce cercle-là, vous avez toujours l'ordonnée. L'ordonnée, il n'y a pas de raison qu'il n'y en a pas. Ok. Maintenant, cette ordonnée-là, il est toujours bien moins 1. Il ne peut pas descendre en bas de moins 1. Il ne peut pas être plus haut que moins 1. Il est toujours entre moins 1 et 1. C'est pour ça que vous avez ici moins 1 jusqu'à 1. Et pour chaque valeur de x, ben, la réponse, c'est sinus de x. C'est-à-dire la réponse à la fonction, c'est sinus de x. Et rappelez-vous, pour ce chapitre-là, la majorité du temps, x est en radian. Alors pour que ce soit facile, ben en fait, c'est pas facile, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on regarde la fonction sinus de base. C'est quoi son graphique? La fonction de base, son graphique. Alors, qu'est-ce qu'on va dessiner au juste? On va dessiner ici sinus de x sur l'axe y. C'est la réponse au fond. Okay. Ça, c'est f de x ou y, comme vous voulez. Et sur l'axe x, c'est x. C'est x, c'est l'angle en radian. Donc, on va déterminer à chaque fois quelle est la mesure de sinus de x, combien ça vaut sinus de x en fonction de l'angle radian. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser justement le cercle trigonométrique pour voir clair. Alors, par exemple, on commence ici. Quand x vaut 0, c'est-à-dire quand il y a 0 radian, le sinus, il n'y a pas d'ordonnée. L'ordonnée égale 0. Donc, le point d'origine, ça correspond à 0, 0. Parce que quand x égale 0, le sinus est égal à 0. Maintenant, on peut suivre point par point, mais ça va être très très lent. Donc, moi, j'ai décidé peut-être d'y aller rapidement à pi sur 2 et je vous montrerai un petit peu ce qui se passe entre les deux. Avec pi sur 2, on va dire que ça, c'est pi sur 2. Donc, ça, c'est le point pi sur 2. Et pi sur 2, bah, sinus égale 1, parce que l'ordonnée égale 1. Donc, on va décider que 2 carreaux, ça vaut 1. Alors, 2 carreaux en bas, ça vaut moins 1. Donc, sinus de pi sur 2, ça vaut 1. C'est ici. Je vais choisir peut-être une autre couleur, même si habituellement, la fonction de base, j'utilise toujours la couleur bleue, mais je vais mettre le vert. Okay. On a l'embarras du choix. Donc, ici, 0, 0. Et ici, c'est 1. Maintenant, entre 0 et pi sur 2, on va quand même regarder certains points qu'on a déjà calculés dans le dernier cours. Par exemple, si vous prenez pi sur 6, c'est le tiers de pi sur 2 parce qu'il y en a 3. Donc, imaginez le tiers de ce petit segment-là. Alors, le tiers, ce pi sur 6-là, rappelez-vous, le sinus égale 1 demi, c'est la moitié. Vous voyez bien que c'est la moitié. Donc, le tiers, ici, ça donne un point ici, là. Okay. Et si vous allez à pi sur 3, qui est 2 pi sur 6, ben c'est 0, racine carrée de 3 demi. Si vous revenez à votre cours précédent, racine carrée de 3 demi, c'est 0,8 à peu près. Là. Donc 0,8, c'est proche de 1, ici à peu près. Okay. Alors, vous voyez que ce n'est pas une ligne droite, hein, ça va faire une bosse ici. Là. Okay. Maintenant, si vous rajoutez un autre pi sur 6, mais dans le deuxième cadran, vous continuez comme ça, pi sur 6, vous allez revenir à la même place que vous étiez pi sur 6 avant le pi sur 2. Donc, ça veut dire que vous y allez là, ben, vous revenez à peu près, ben, pas à peu près, à la même place. La même chose ici, vous allez être à 1,5, et ici, vous allez retourner à 0 quand vous êtes à pi. Alors ça, ça c'est pi, ça. Ça, c'est pi. Parce que pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi. Donc, vous revenez à 0. Maintenant, si vous continuez en bas, dans le troisième cadran, ici, et vous rajoutez un pi sur 6, ben, vous aurez la même hauteur, mais dans le négatif. Ça veut dire que vous aurez, par exemple, ça, c'est 3 pi sur 2. Okay. On pourrait tout de suite les mettre là. Ça c'est 3 pi sur 2. Et ça c'est 2 pi. C'est la période. C'est-à-dire au fond c'est 2 pi. Vous allez voir pourquoi c'est la période. C'est très simple. Donc ici à pi on a dit que c'est 0.
à pi c'est 0. Maintenant, si vous rajoutez, parce qu'ici, entre pi et 3 pi sur 2, il y a comme 3 pi sur 6 là-dedans. Il y a pi sur 6, jusqu'à 3 pi sur 2. Donc, si vous rajoutez un pi sur 6, vous tombez à moins 1 demi. Et si vous rajoutez un autre pi sur 6, vous tombez à moins 0,8 quelque chose, moins racine carrée de 3 demi. Et si vous êtes à 3 pi sur 2, vous tombez à moins 1. Parce que 3 pi sur 2, c'est ici, là. Vous êtes à moins 1. Et après ça, bah, remontez. Quand vous allez remonter, vous allez avoir les mêmes points à la même place. Et jusqu'à ce que vous reveniez à 0 ici à 2 pi. OK? Donc ici, vous aurez pi sur 6. Voilà, comme ça. Jusqu'à là. OK? Parce que ici, quand vous rajoutez un pi sur 6, vous êtes à 0,8. C'est ça que j'ai mis là. Et quand vous rajoutez un autre pi sur 6, vous êtes à moins 1,5. Alors ça, je fais ici. Donc maintenant, je suis à 2 pi. Mais si je continue, je refais le même chemin. Ça veut dire qu'au fond, c'est quoi ça? J'espère que ce n'est pas enregistré ce truc-là. Si je continue, au fond, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir le même motif qui va revenir, le même motif qui va revenir à chaque fois. Donc ce motif-là, je le dessine. Voilà. Et disons, et si c'est un autre, je rajoute pi sur 2, ça c'est un autre. En fait, si vous rajoutez pi sur 2 à 2 pi, ça fait quoi? Vous calculez, c'est 5 pi sur 2. Si vous rajoutez un autre pi sur 2 ici, ça fait 6 pi sur 2, ça fait 3 pi. Parce que ça c'est 3 pi. Après ça, vous rajoutez un autre pi sur 2, vous rajoutez un autre pi sur 2. Donc vous y allez à une autre période. Alors vous allez avoir le maximum là. Puis après ça, vous tombez à 0. Après ça, vous allez avoir moins 1 ici. Et après ça, vous revenez à 0. Donc ça va vous faire un autre motif identique. En réalité, on n'a pas besoin de le dessiner jusqu'à l'infini parce que c'est le même motif qui revient. Et si je recule dans le négatif, il n'y a pas de raison. Par exemple, si vous reculez si vous y allez dans le sens horaire, vous allez recommencer ici avec les négatifs jusqu'à moins l'infini. Voilà, c'est ça. Jusqu'à l'angle moins l'infini, vous allez avoir le même motif de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est la fonction sinus de base. Maintenant, les caractéristiques de ce graphique-là sont les caractéristiques. Alors, la fonction sinus, c'est une fonction périodique parce qu'il y a un motif qui se répète. Okay. Alors, pour ça, on a introduit ce chapitre-là en parlant des fonctions périodiques parce que les fonctions sinus, cosinus et tangente sont des fonctions périodiques. La période de cette fonction. Donc, la période, c'est la largeur d'un motif. Alors, c'est 2π. La période, c'est 2π. La période, c'est 2π. L'amplitude, c'est quoi l'amplitude? Au fond, c'est à partir de son centre, ça c'est le centre, hein, okay, à partir du milieu de ce graphique-là, jusqu'au point le plus élevé. Okay, c'est ça qu'on appelle l'amplitude. Alors l'amplitude, c'est comment, il y a une formule pour ça, c'est le maximum moins le minimum divisé par 2. Okay, c'est la moitié de la largeur du graphique au complet. Donc c'est le max moins le minimum divisé par 2. Alors si vous faites ça, vous allez obtenir max c'est 1, le minimum c'est moins 1, donc moins 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Okay. Sinon, vous pouvez toujours regarder votre graphique, ça va toujours ressembler à ça. Et à partir du centre de votre graphique jusqu'au point le plus élevé, c'est ça l'amplitude. Maintenant,
la fonction de base passe par le point 0,0. Alors rappelez-vous, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir par cœur. La fonction, parce que ça va nous aider pour les fonctions transformées, pour trouver le paramètre h et k. Surtout le paramètre h. Fonction de base passe par le point 0,0. Maintenant, il faut aussi retenir ce tableau-là par cœur. Par cœur. C'est-à-dire, à force de faire des exercices, vous allez le retenir. Alors, vous avez votre point de départ qui est 0,0. Okay? Quand la période, c'est de 0 à 2pi. Pi sur 2 représente le quart de la période. Donc, si vous faites 2pi divisé par 4, ça fait pi sur 2. Au fond, c'est le quart d'un tour. Donc, au quart de la période, vous êtes au max. Et le max, c'est y égale 1, dans ce cas-là. Donc, le quart d'une période. Et c'est toujours comme ça. Ça va toujours, même quand ça va être la fonction transformée, le quart d'une période, dépendamment de votre paramètre A ou B. Si jamais vous avez une réflexion par rapport à l'axe X, ce qui va arriver, c'est que le quart d'une période va être au minimum. Parce qu'à cause par la réflexion. La réflexion, ça va être, vous allez voir que ça va être le A ou le B aussi le fait. Okay? Okay. Maintenant, dans le quart de la période, on est au max. Maintenant, la moitié de la période, ben, je retourne au milieu, au centre de ma vague. Ça, on va appeler ça vague, là. Au centre de la vague. Et dans ce cas-là, le centre de la vague, c'est y égale 0. Okay? Ça, c'est la fonction de base. Quand je rajoute un autre quart de la période, je tombe à moins 1. Okay? Au minimum de ma vague. Et quand je rajoute un autre quart de période, c'est-à-dire à ce moment-là, je suis rendu à la période complète, ben je retourne au centre de ma vague, c'est-à-dire 0. Je retourne à 0. Donc ça, c'est un tableau qui va toujours nous servir, même avec la fonction transformée, mais là, pour l'instant, pour le sinus. Hein. Okay. Donc je continue. On va aborder justement la fonction sinus transformée. Donc la fonction sinus... Je suis même pas en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer, excusez. Oui. Je pensais que je n'étais pas en train d'enregistrer. La fonction sinus de base... Ça, là, je ne vais pas recommencer. Là, là. La fonction sinus transformée, la règle de la fonction sinus transformée, s'écrit sous cette forme-là. Comme toutes les fonctions transformées, il y a le paramètre A. Je vais l'écrire un petit peu de la même forme que je faisais quand on a étudié les autres fonctions. Donc, je faisais A fois F, parenthèse B, parenthèse X moins H, parenthèse ici, plus K. Voilà. Mais là, le F, c'est quoi? À chaque fois, le F change. Dans ce cas-là, le F, c'est sinus. Alors, c'est pour ça que vous avez A fois sinus de B, parenthèse, X moins H, et le K est à l'extérieur. Okay? Alors, le A et le B et le H et le K font le même travail à chaque fois. C'est toujours la même chose. Alors, le paramètre A, c'est la grandeur de l'amplitude. Donc, lui, c'est un étirement vertical. Donc, qu'est-ce qui se passe si on étire ce graphique-là verticalement? Ben, c'est l'amplitude qui va changer. Ça dépend. Si A est plus grand que 1, ben ça va être ça va être un étirement. Si le A est plus petit que 1, ben ça va être un aplatissement de la courbe, verticalement. Le B, aussi le A, ce qu'il fait aussi, c'est une réflexion par rapport à l'axe X, si jamais A est négatif. Donc si A est négatif, ça fait une réflexion par rapport à l'axe X. Le paramètre B, lui, c'est la grandeur de la période. Parce que le paramètre B, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un rétrécissement. Lui, c'est un rétrécissement ou un allongement horizontal. C'est ça, c'est un rétrécissement, un allongement. Alors, si vous rétrécissez horizontalement votre graphique, ben, la période va rapetisser. Si vous l'allongez, ben, la période va grandir. Et rappelez-vous, le paramètre B, c'est toujours la même chose, même avec, si vous vous rappelez l'année passée, avec la fonction partie entière, fonction escalier, ou cette année, on l'a vu aussi dans les fonctions valeur absolue, tout ça. Quand le paramètre B est égal, par exemple, 2, si le paramètre B égale 2, l'effet sur le graphique, c'est 1,5. C'est-à-dire que le paramètre B égale 2, mais ça provoque un rétrécissement horizontal de moitié. OK? Alors, si ce n'est pas clair ça, je pourrais donner des exemples pour mieux le voir. Si c'est 3, ça va être un tiers. Si c'est un tiers, ça va être 3 fois, ça va être allongé 3 fois. C'est toujours l'inverse. Le paramètre B
ce que ça provoque, c'est toujours l'inverse de sa grandeur. Donc, le paramètre h, lui, ben, celui-là, c'est pour le déplacement de votre graphique, le déplacement. Alors, ça veut dire, lui, généralement, là, on va regarder le centre, parce qu'ici, la fonction sinus, comme on a dit tantôt, je vous ai dit de retenir ce point-là, 0, 0. Donc, quand on va avoir un graphique transformé, on va regarder le centre, il est où. Et on va choisir un point au centre. C'est celle qui va nous permettre de dire ben, combien j'ai déplacé mon graphique, à droite ou à gauche. Et le paramètre K, lui, c'est un déplacement vertical. Alors, qu'est-ce qui va... Ici, là, vous allez voir, c'est pas très difficile. C'est que si vous déplacez votre graphique verticalement vers le haut, vers le bas, c'est que votre axe ici, cet axe-là, le centre de votre vague, c'est lui qui va vous donner le paramètre K. Donc, il va aller vers le haut. Supposons que vous déplacez ce centre-là à 1, ben, ça veut dire que vous avez déplacé votre graphique de 1 vers le haut. Si votre centre est en bas, ainsi de suite. Okay? Donc, c'est ça qui va donner le paramètre K. Bon, j'imagine que le prochain, ça va être un exemple. Voilà. Construction des graphiques d'une fonction sinusoïdale. Alors, voilà un exemple numéro 1. Donc, ici, on a A égale 3. Donc, l'amplitude va tripler. Okay? L'amplitude va tripler. Et l'orientation, puisque A est positif, il n'y a pas eu de réflexion par rapport à l'axe X. Donc l'orientation de la bosse ne change pas. Donc A positif, parce qu'A est positif. Rappelez-vous du tableau que j'ai donné tantôt. Hein. Il y a un tableau, celui-là, habituez-vous à ça, c'est très très important. À un moment donné, ça devient naturel. Hein. Vous avez pi sur 4, vous avez le point de départ, vous avez pi sur 4, vous avez pi sur 2, 3 pi sur 4, la période. Et vous avez la période ici. Voilà. Donc, là, le B, ça c'est le point initial, le point de départ. Je vais voir ici, comment je l'ai écrit, ce tableau-là, le départ, c'est ça, initial. Alors, A égale 3, B, maintenant B, le paramètre B égale pi. Donc, la période va rétrécir, parce que B est plus grand que 1. Donc, comment il va rétrécir? Ben, ça va être, en fait, c'est la période au départ, c'est 2 pi, ok? C'est 2 pi. Et là, vous allez le diviser par B. Ça va être l'inverse de B. Ok? Alors, vous faites la période de pi. Ça, c'est la période de fonction de base, de pi. La fonction de base. Et bien, puisque ici, vous avez un paramètre B est égal pi, ben, vous divisez 2 pi par B. Okay? Ça veut dire que la période va rétrécir de B fois. Si c'est B plus grand que 1, ben, ça va être comme ici 3,14, c'est quand même plus grand que 1, donc ça va être pi fois. Donc 2 pi divisé par pi, ça veut dire que votre période va valoir 2. Au lieu d'avoir 2 pi, ça va être 2, la période. Donc elle va rétrécir, c'est parce que 2 pi, c'est 6,28. Et 2, c'est 2. Hein? Remarque, graphiquement, là, il n'y a pas de réflexion ni par rapport à l'axe X, ni par rapport à l'axe Y. Okay? Parce que les deux sont positifs, le pi, le B et le A. Et là, je vais vous donner un truc ici. Graphiquement, une réflexion par rapport à l'axe X donne le même résultat qu'une réflexion par rapport à l'axe Y. Okay? Par exemple, si vous prenez votre graphique, celui qu'on a dessiné avec les motifs là, prenez ce graphique-là ici. Là. Si vous faites une... Je vais prendre un rouge. Là. Si vous faites une réflexion par rapport à l'axe X, par exemple, cette bosse-là va aller en bas. C'est pas bon mon dessin, mais bon, comprenez. Et cette bosse-là va aller en haut. C'est ça? Le reste se suit. Si maintenant vous faites une réflexion par rapport à l'axe X, c'est-à-dire vous prenez cette bosse-là, vous y allez là. Et cette bosse-là va aller ici. Ça vous donne le même résultat. Donc une réflexion par rapport à l'axe X et une réflexion par rapport à l'axe Y donne le même résultat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand A est négatif, okay, ou B négatif, prenons moins 1, on oublie l'étirement et tout ça. Si vous prenez A égale moins 1 ou B égale moins 1, ça donne le même résultat. Et mathématiquement, ça veut dire quoi?
cette formule-là ici, ça veut dire tout simplement que sinus de moins x, si vous avez un b égale moins 1, c'est la même chose que moins sinus de x. Donc, quand vous avez un moins à l'intérieur de sinus, au lieu de travailler avec un moins à l'extérieur, supposons que vous avez un moins à l'extérieur et un moins à l'intérieur, vous sortez votre moins à l'intérieur parce que vous avez le droit de le sortir. C'est ça que ça vous dit, cette formule. Vous avez le droit de sortir ce moins à l'extérieur et vous l'annulez peut-être avec un moins à l'extérieur. Sinon, s'il n'y a pas de moins à l'extérieur, vous le mettez à l'extérieur, c'est mieux. C'est plus facile. Travaillez toujours de la même manière. C'est bon? Et si vous regardez, même dans le cercle trigonométrique, cette formule-là, vous pouvez aussi la retrouver. Par exemple, si vous prenez le cercle trigonométrique, c'est pas grave, ça. Si vous dessinez un cercle trigonométrique, comme ça, vous dites, OK, j'ai un x en haut. Son sinus, c'est ça ici. Mais moins x, c'est dans le sens horaire, c'est ici. Son sinus, c'est ici. Donc, vous voyez bien que le sinus de moins x, c'est l'opposé de sinus de x. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, pour la fonction sinus, c'est exactement ce que je raconte ici. Là. Pour la fonction sinus, si le paramètre b est négatif, si vous avez un b négatif, vous pouvez transférer le signe moins au paramètre a. Vous avez le droit de faire ça. Maintenant, le cas de cette fonction, le cas égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les centres des graphiques, alors, parce que vous avez une vague, il y a plusieurs centres, et la droite y égale 1, ça va être ça le centre maintenant. Parce que au départ, la fonction de base, les centres sont situés sur la droite y égale 0. Okay? Mais là, ce centre-là, les centres, ils sont tous déplacés vers 1. Donc, tous les centres sont situés sur la droite y égale 1. Les maximums de la courbe sont situés sur la droite. Alors, si vous déplacez votre... si l'amplitude égale 3, on va faire un dessin rapide là. Ici. OK. Premièrement, avant qu'on déplace les centres d'une unité vers le haut, okay, avant qu'on fasse ça, on a dit qu'il y a eu un étirement de 3 fois. La bosse. Alors la bosse, au lieu d'être à 1, il est à 3. Alors, ça veut dire que votre graphique, il monte à 3 ici. Là. C'est ça. La bosse est à 3 et il est à moins 3 ici. Mais là, après, ça c'est le centre. On n'a pas encore appliqué le cas là. Si vous prenez ce graphique-là qui est à 3 en haut, moins 3 en bas, et vous le déplacez de 1 vers le haut, c'est-à-dire que ce centre-là, vous le déplacez. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous aurez, le centre est à 1, ok? Et là, la bosse, ça va se déplacer à 4. C'est ça, parce que vous déplacez le centre à 1, donc automatiquement, cette bosse-là va aller à 4. Et celle-là qui est à moins 3, elle va monter de 1, elle va monter à moins 2. Et votre centre va rester va être à 1. Et l'amplitude va rester à 3. OK? Bon, c'est ça ici que ça dit cette formule. Les maximums de la courbe, ils vont être situés dans la droite d'équation. Alors, vous allez, la valeur absolue de A, ça vous donne l'amplitude là. L'amplitude, vous rajoutez K. Donc, ça, c'est les maximums. OK? Et les minimums, ben, puisque le minimum, avant d'appliquer le cas, le minimum, c'est moins la valeur absolue de A. C'est moins 3 tantôt, parce que le A était positif. C'est moins 3, auquel on rajoute le K. Donc, si on applique cette formule-là sur l'exemple qu'on a là, la valeur absolue de A, c'est 3. 3 avec moins, ça fait moins 3. Moins 3 plus K égale 1. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Le paramètre H, c'est un déplacement de 1,5 vers la droite. Donc, le point 0,0 qu'on avait dans le graphique de base, ben, ce point-là,
il va se déplacer à 1 demi horizontalement, mais puisqu'on a le K verticalement égal à 1, donc ça va se déplacer à 1 demi 1. Voilà. Donc votre point de départ, ça c'est le graphique de base. Et ça c'est le graphique actuel. 1 demi 1, c'est votre point de départ, c'est H et K. Donc le graphique de base, 0, c'est H égale 0 dans le graphique de base. Quand vous déplacez d'un quart d'une période, vous montez au maximum. Et le maximum égale 1. C'est ça. Et la même chose ici, vous vous déplacez d'une période de demi, vous retournez au centre. Vous partez de 0, ça c'est H égale 0 dans le graphique de base, toujours. Vous déplacez de pi sur 2, une période, la moitié d'une période, vous retournez au centre. Maintenant, quand vous déplacez de 3 pi sur 4, vous rajoutez un autre pi sur 4, parce que si vous faites pi sur 2 plus pi sur 4, c'est ça que ça vous donne. Ça vous donne 3 pi sur 4. Vous descendez au minimum. Et si vous rajoutez une période, vous retournez à 0, au centre. C'est la vague. Ça, c'est une vague, au complet, une période. Maintenant, si vous partez à 1 demi 1, votre point de départ, c'est plus 0, 0. Ça, c'est le HK, c'est provoqué par HK. Donc, on fait le même travail. Donc, on prend H et on rajoute un quart de période. Donc, un quart de période, c'est-à-dire un quart de 2. Parce que la période égale 2. On l'a calculé en haut, là, ici. Là. La nouvelle période, c'est 2. Donc, vous rajoutez un quart de 2 quarts, c'est-à-dire parce que vous rajoutez un quart de 2. C'est ça ici là, que j'ai écrit là. Donc, vous partez de 1 demi cette fois-là. Vous ne partez pas de 0, vous partez de 1 demi. Et vous rajoutez 2 quarts. Le quart d'une période. Alors, 1 demi plus 2 quarts, si vous mettez ça sur le même dénominateur, ça donne 1. Donc, quand vous allez être à x égale 1, vous allez monter au maximum. Ben, c'est ça, là, quand vous rajoutez un quart d'une période, s'il n'y a pas de réflexion, si votre A est positif, ici, vous montez au maximum. Et c'est quoi le maximum? C'est 1 plus 3, la formule que vous avez ici, là. Le K plus la valeur absolue de A. La valeur absolue de A, c'est 3. Donc, vous faites K1 plus 3. Et ça, je l'ai expliqué avec le graphique tantôt. Donc, A plus 3, ça fait 4. C'est-à-dire, quand vous êtes à un quart d'une période, vous montez à 4. Parce que le A ici est positif, et pas négatif. Après ça, si vous rajoutez la moitié d'une période, donc H toujours un demi, vous rajoutez la moitié d'une période, c'est-à-dire vous rajoutez 1. Donc la période, c'est 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Donc quand vous êtes à x égale 3 demi, vous descendez au centre. Au centre de la vague, c'est-à-dire y égale k égale 1. C'est plus le centre n'est plus à 0, c'est 1 maintenant, à cause du k. Vous rajoutez, ici on a dit qu'on rajoute la moitié d'une période. Là, ici on va rajouter, là je ne l'ai pas écrit en détail, mais par exemple, ici vous rajoutez, vous faites 1 demi plus 3 quarts d'une période. 3 quarts, c'est quoi ça? 3 quarts de 2 fois 2. Alors, si vous faites ce calcul, 3 fois 2, ça fait 6, 6 quarts, 6 quarts, ça fait 3 demi, 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, c'est 2. Okay. Donc, si vous rajoutez 3 quarts d'une période, vous êtes à x égale 2. Et quand vous êtes x égale 2, ben, vous tombez au minimum. Parce que quand vous passez par le centre, continuez votre vague vers le bas, vous tombez au minimum. Et le minimum, c'est quoi? Encore une fois, on a dit tantôt, c'est la valeur absolue de A moins la valeur absolue de A plus K. Alors, moins la valeur absolue de A, c'est moins 3, plus K qui est égal à 1, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. C'est bon? Et après ça, quand vous rajoutez une période complète, là vous partez de 1 demi, vous faites le calcul, là. Vous faites 1 demi plus une période complète, c'est-à-dire plus 2. 1 demi plus 2, ça fait 5 demi. C'est ça? Et à 5 demi, vous retournez au centre. Alors, on va faire notre dessin maintenant. À partir de ce tableau-là, on fait le dessin.
Alors, le premier point, c'est H et K. Alors là, si c'est juste une question de gradation, là, on va graduer. Si je vous donne un truc, c'est mieux d'avoir une gradation au maximum. Tu peux faire un nombre plus petit que ça si tu veux. Mais au maximum, il ne faut pas que tu fasses un nombre plus grand que ça ne va pas t'aider. Donc ici, on va graduer par 1 demi. Donc ça veut dire ici, on va dire ça c'est 1 demi, le X. Le Y, c'est pas un problème. Ici, il faut juste qu'on s'arrange pour arriver à 4, parce que le maximum, c'est 4, ici, là. Donc le 4, je suis correct là. Ici, je vais me rendre. Ça, c'est le maximum 4. Et ça, c'est le minimum, c'est. Il ne faut pas lâcher, hein, parce que cette matière n'est pas évidente. Tant que tu n'as pas fait beaucoup d'exercices, tout ça, c'est sûr que tu ne seras pas à l'aise. Répète, répète tout ça et ça va bien aller. Donc, 1 demi, ça c'est H, et le K, on a dit que c'est 1. Alors ça c'est 4, ça veut dire c'est ici. Alors, je vais faire tout le dessin en bleu, pour ne pas trop. Rouge, rouge. Parce que ça c'est une fonction transformée, j'ai toujours. Voilà. Ah, si tu veux, ou si tu peux dire, ok, mais mon centre va être sur cette ligne-là, y égale 1. Donc tu peux toujours dessiner, ça va aider beaucoup. Tu peux dessiner une ligne, et là je vais le faire avec une ligne comme ça. Ok. Je vais le faire avec une ligne de même. Bon. Ok. Ça marche pas. Donc, tu peux toujours dessiner comme je viens de le dire. Bon, je vais garder cette couleur-là. Y égale 1. Ça, c'est le centre de la vague. Bon. Après ça, ça c'est 1 demi. Ça, c'est HK, ton point de départ. On a dit qu'on rajoute le quart d'une période, c'est-à-dire on va à x égale 1. Alors, x égale 1, c'est ici. À x égale 1, je suis au maximum. Donc, je monte à 4. C'est ça ici, là, en bas. X égale 1, je monte à 4. Je passe le quart d'une période. Tout de suite, quand je pars à HK, mon point de départ, si je rajoute le quart d'une période, je monte au maximum. Sauf si A est négatif. Si A est négatif, je m'en vais au minimum. Parce qu'il y a une réflexion par rapport à l'axe X. Donc ici, premier point. Deuxième point. Après ça, je rajoute un autre quart, c'est-à-dire je m'en vais à 3 demi. Donc après, c'est pas compliqué, là, 3 demi, tu rajoutes un autre quart, tu retournes au centre, c'est-à-dire tu retournes à 1. Après, tu rajoutes un autre quart, c'est-à-dire tu tombes à 2, et là, tu descends au minimum. Après, tu rajoutes un autre quart, c'est-à-dire tu tombes à 5 demi, 5 demi, et là, tu retournes au centre. Et là, ça te fait ça. Ça te fait ce graphique-là. Maintenant, le reste, on peut le dessiner si on veut, mais on n'est pas obligé. On sait que ça suit. Voilà. On peut le faire comme ça. Ainsi de suite. Bon. Voilà. Bon, j'espère que ça a bien été. Si jamais il y a quelque chose, comme j'ai dit, répétez la leçon et sinon, ben, faites-moi signe, c'est quoi qui a pas mal, qui n'est pas bien passé. On continue. Maintenant, les propriétés de ce graphique-là. Le domaine, c'est toujours R. Si vous avez le domaine R. Il n'y a pas de raison que X, il n'y a pas de réponse. Le codomaine maintenant. Le codomaine, c'est K moins l'amplitude. Alors ici, K égale 1. Si j'enlève l'amplitude, qui est 3, ben, c'est moins 2.
K plus l'amplitude. Ça veut dire K c'est 1, je rajoute l'amplitude qui est 3, ça donne 4. Donc le codomaine, c'est l'image au fond, c'est de moins 2 jusqu'à 4. Okay, c'est ce qu'on a là, moins 2 jusqu'à 4, les réponses. Il y a une infinité de 0 ou aucun. Par exemple ici, on voit que vous avez plusieurs abscisses à l'origine. Là. Ça, c'est des abscisses à l'origine. Ça, c'est des zéros. Okay? Quand on va commencer à résoudre des équations trigonométriques, on va trouver ces zéros-là, combien ils valent. Okay? Ou bien, il n'y en a pas. Hein? Je vous laisse réfléchir, mais bon, vous devinez que si jamais votre cas, si je monte la vague beaucoup plus haut, ou si je la descends beaucoup plus bas, ben, je peux me retrouver avec une vague qui ne touche pas à l'axe X. Donc c'est pour ça, tu as ou bien l'un ou bien l'autre. Ou bien tu as une infinité de zéro, ou bien tu n'en as pas. Okay? Le signe est relatif au zéro. Alors le signe, c'est de dire quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Alors généralement, ce qu'on fait, puisque les motifs se répètent, on ne fait pas le signe partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le signe dans un motif, et on va dire que dans les autres motifs, on rajoute les périodes, et ça revient toujours à la même chose. On ne va pas y aller jusqu'à l'infini. La fonction est périodiquement croissante et décroissante. La même chose ici. On fait la croissance et la décroissance dans un motif, et après ça, on rajoute une période pour le reste. Alors, on rajoute une période ou plusieurs. Le minimum de cette fonction, c'est K moins l'amplitude. C'est exactement les valeurs qu'on a ici dans le codomaine. Et le maximum, c'est K plus l'amplitude. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose après? La fonction arc-sinus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'arc-sinus? Je fais le lien avec quelque chose que vous avez l'année passée. Ce n'est rien d'autre que sinus moins 1. Et la raison pour laquelle on l'appelle arc-sinus, c'est parce que, puisqu'on a introduit cette année l'angle en radian, mais c'est quoi un radian? Un radian, c'est au fond un arc. C'est la mesure d'un arc. Okay? Donc, si vous prenez le cercle trigonométrique qu'on a dessiné au début, ce cercle-là, on s'excuse pour les dessins, je fais de mon mieux. Alors, par exemple, si vous prenez un angle quelconque, ici, et là, vous avez l'arc sinus. C'est ça. Donc, vous avez l'angle est un arc. Au fond, l'angle, c'est un arc. L'angle en radian, c'est un arc. OK? Et là, la première chose qu'on a faite, c'est le sinus. Au fond, on a fait le sinus d'un arc. Le sinus d'un arc. Et le sinus d'un arc, c'est la valeur de l'ordonnée de cet arc. L'ordonnée ici. Là. Maintenant, quand on fait l'arc sinus, ça veut dire, on vous donne l'ordonnée, il faut trouver l'arc qui va avec. C'est le chemin à l'envers. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'arc sinus. Mais au fond, ce n'est rien d'autre que sinus moins 1. C'est la fonction réciproque, sinus moins 1 de x. Alors cette partie-là, je dirais que je vais juste vous donner le dessin, mais on ne rentrera pas dans les détails. Je pense qu'au CGF, vous allez voir plus en détail l'arc sinus et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la partie de sinus parce que la fonction est croissante. Alors, on a dit tantôt, si on met cette pi sur 2 là, on revient en arrière, là où vous allez voir que pi sur 2, le sinus égale 1. Okay? Le sinus de pi sur 2 égale 1. Le sinus de 0 égale 0. Et là, vous avez comme une sorte de bosse ici. Là. Voilà. Après ça, si vous y allez dans le négatif, ici à moins pi sur 2, ça c'est le sinus que je suis en train de dessiner. Là. Vous allez avoir ici le sinus égale moins 1. C'est normal, vous allez dans moins pi sur 2 dans le sens horaire, donc le sinus égale moins 1. Et là, vous allez avoir, ça c'est la fonction sinus dans cette branche-là ici. Donc cette fonction-là, elle va de moins 1, donc la réponse ici c'est moins 1, et ça va jusqu'à 1. Maintenant, l'arc sinus, c'est quoi? L'arc sinus, c'est la réciproque. La réciproque de ça. Donc la réciproque, ça veut dire que au lieu d'avoir pi sur 2 ici, vous allez avoir 1. Okay? Donc ça va faire, si on dessine par exemple, j'ai un problème avec comment je
ça. Tantôt ça n'a pas marché, on va voir si ça marche. Donc si on dessine l'axe y égale x, parce que cet axe-là, vous vous rappelez le premier cadran, la symétrie, l'axe de symétrie du premier cadran et troisième cadran, normalement, la fonction réciproque devrait être la réflexion, devrait être quelque chose de même. Donc, la réflexion de cette branche-là, donc cette branche-là, c'est l'image par miroir à l'autre côté. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Voilà, à peu près là. Quelque chose de même. Et le pi sur 2, c'est ça qui va être sur l'axe Y. Et ici, moins pi sur 2. Et sur l'axe X, ça va être ici 1. Et ici, moins 1. Voilà. Donc cette partie-là, je vous dirais que c'est plus... vous regardez dans le cahier d'exercice, il n'y a pas énormément de questions sur l'arc sinus. Mais l'arc sinus, ce qui va être pratique, c'est avec votre calculatrice de faire sinus moins 1 pour trouver l'angle en radian quand on va vous donner le sinus. Ça, vous allez en avoir besoin, mais pas le graphique. Okay? Parce qu'ici, il faut rentrer dans les détails. Par exemple, dans la fonction sinus, là, on sait que la fonction sinus, si je la dessine au complet et je dessine le sinus moins 1, ça ne sera pas une fonction. Alors, si je veux que ce soit une fonction, il faut que je prenne juste une branche où est-ce que c'est croissant ou décroissant. Dans cette branche-là, je dessine la réciproque, c'est-à-dire le chemin à l'envers ou l'inverse, ou le sinus moins 1. Et si je dessine sinus moins 1, ben, ça me donne quelque chose de mieux. J'espère que j'étais clair pour cette part. Je sais que c'est pas parfait là. Voilà. Maintenant, pour pratiquer cette partie-là, vous avez la page 283, 284 à faire pour cette partie-là. C'est très important. Je pense que dans ces pages-là, si je ne me trompe pas, il doit y avoir beaucoup de questions de construction de graphiques transformés. 283. Je vais juste regarder rapidement. 283, oui. Il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Amplitude, minimum. OK, ça c'est une autre chose que je n'ai pas dit. Le déphasage. Je viens de voir une question sur le déphasage. Le déphasage, là, c'est H. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé en haut. Il y avait-il quelque chose qui a rapport avec ça? Ici, le H. Ici, on dit que le HK est le point d'inflexion. Alors, le point d'inflexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quand, par exemple, vous y allez, si on dessine le graphique à gauche de cette partie-là, un point d'inflexion, c'est quoi? C'est un point où ce que le graphique change de concavité. Par exemple, vous avez un graphique qui fait ça, qui monte de même, et après ça, rendez un point, et là, il change de concavité. Donc là, ici, la concavité vers le haut, et là, tout d'un coup, la concavité vers la bas, parce qu'il veut aller rechercher une autre bosse. Donc, vous voyez ici, là, il y a comme une bosse, il y a comme une ouverture vers le haut. Rendu à ce point-là, HK, ben, il y a une concavité qui va vers le bas. Ce n'est pas très visible ici, mais quand vous avez, si vous avez une, regardez, je vais aller à la fin, je vais dessiner plus de précision la fonction sinus, là. On va le voir mieux, la concavité. Bon. Ici, donc si je fais Y égale, alors si je me rappelle, c'était quoi, 3 fois, bon, je pourrais choisir n'importe lequel. 3 fois sinus. Est-ce qu'il y a le pi ici par hasard? Voilà. Pi, parenthèse, x moins 1 demi, x
moins 0,5, un demi, bon, on peut faire ça comme ça, un demi, voilà, plus 1, plus 1, voilà, on va regarder ce que ça donne, commande inconnue, c'est où ça? Ok, alors ça veut dire qu'ici, il faut que c'est fois pi. Ah, je ne reconnais pas pi. Commande inconnue. C'est bizarre, c'est pi ça? Pardon. Bon, on va mettre 3,14. Je l'ai essayé tantôt. Bon, alors on va mettre juste sin x là. Parce que là, y, je vais essayer une autre fois, là, je vais le faire quand je vais avoir une pause là. Y égale sinus x, sinus. Voilà. Ah, j'aurais dû. Ah, ok, je comprends. Ok, la prochaine fois, je vais réussir. Voilà, c'est ça. Alors, y égale sinus x. Alors, si vous prenez cette courbe-là, vous voyez que ça, c'est h k. Ce côté-là, la concavité est vers le haut, et ici, la concavité est vers le bas. Alors, quand ce point-là, où ce que la concavité change, on appelle ça le point d'inflexion. Pour tout ça, pour ça. Okay? Bon, ben, je pense que je vais faire un petit arrêt pour ce cours-là, parce que je commence à manquer d'énergie. Et je serai de retour bientôt là, pour le troisième cours. Allez, bonne chance.